Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions consacrée à la transition énergétique. Je m'appelle Carole Neal et je suis membre du collectif Toujours Maître chez nous, Mekinac des Chenaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique et de la transition écologique avec Mme Carole Dupuis, qui est membre du Front commun pour la transition énergétique. Bonjour, Mme Dupuis. Bonjour, Madame. Alors, quelle est la différence entre la transition énergétique et la transition écologique? La transition énergétique et la transition écologique visent toutes deux à sortir des énergies fossiles, à atteindre la carboneutralité, en d'autres termes. Mais quand on parle de transition énergétique, souvent, on pense à substituer des énergies renouvelables aux énergies fossiles. Les énergies fossiles, charbon un tout petit peu ici au Québec, mais surtout pétrole et gaz. Quand on parle de transition écologique, bien, s'ajoute à ça le fait de protéger non seulement le climat, mais aussi les écosystèmes et les habitats, le vivant, quoi. On entend beaucoup parler de sobriété énergétique. Pourriez-vous nous en parler un peu? Et est-ce que c'est la même chose que l'efficacité énergétique? Alors, la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique, beaucoup de gens utilisent ces termes-là comme si c'était interchangeable, mais ce n'est pas du tout interchangeable, ce n'est pas la même chose. En fait, l'efficacité énergétique peut même nuire à la sobriété s'il n'y a pas de mesure de sobriété qui l'accompagne. L'efficacité énergétique, souvent, généralement, c'est des procédés ou c'est des technologies. On a deux voitures de même poids, de même calibre et tout. L'une est plus efficace que l'autre. Elle va prendre moins d'énergie pour se déplacer du point A au point B. C'est aussi simple que ça. Un frigo, n'importe quoi. Tandis que la sobriété, bien, c'est en amont du service énergétique. C'est des choses auxquelles on pense avant même de consommer l'énergie ou même de la produire. Par exemple, le transport actif, le transport collectif, c'est de la sobriété énergétique parce que ça consomme infiniment moins d'énergie. Par exemple, un code du bâtiment, c'est une réglementation, un code du bâtiment. Mais un code de bâtiment qui exige des normes supérieures pour l'efficacité énergétique, bien, c'est une mesure de sobriété. Ce n'est pas de la technologie, c'est de la réglementation. Quand on parle de sobriété énergétique, souvent les gens pensent qu'il s'agit de comportements individuels. C'est sûr qu'éventuellement, ça influence les comportements individuels, mais ça ne dépend pas d'abord des comportements individuels. Ça dépend de l'environnement matériel et de la réglementation, donc des politiques publiques. J'aimerais revenir sur un projet de collectivité zen du Front commun pour la transition énergétique et dont le slogan est extrêmement intéressant, c'est « La transition socio-écologique, on la fait maintenant ». En quoi ça consiste? Le projet de collectivité zen, c'est une réponse un peu au sentiment d'impuissance que les gens ressentent souvent. Beaucoup de gens et d'organisations voudraient faire beaucoup pour la transition énergétique et écologique, mais ne savent pas par quel bout prendre ça, ne savent pas comment s'y prendre. Alors, ce qu'on s'est dit au Front commun pour la transition énergétique, c'est à l'échelle d'un territoire, c'est possible de briser les silos. C'est possible quand les organisations du milieu, les acteurs, les actrices du milieu se coalisent et décident de faire une démarche dans un milieu qu'ils connaissent, dans un milieu qu'ils comprennent. À ce moment-là, ils ne peuvent pas tout faire, parce qu'il y a des choses qui dépendent des gouvernements supérieurs, mais ils peuvent vraiment faire un très grand bout. Il y a beaucoup qu'on peut faire à l'échelle d'un territoire. Quels sont les impacts sociaux et économiques de la transition énergétique sur les communautés locales? Bien, la transition, vraiment, peut avoir des impacts, peut poser des défis. Ça peut être difficile, mais ça peut être très, très porteur aussi. Il n'est vraiment pas dit, a priori, que c'est des impacts négatifs. C'est sûr qu'une communauté qui dépend d'une industrie qui émet beaucoup de GES, bien, il faut qu'elle pense à changer, il faut qu'elle pense à se transformer. C'est sûr aussi comme je disais tout à l'heure, qu'il peut y avoir un bris de solidarité là, si on cherche à faire des changements majeurs et qu'on oublie des grands pans de la population, bien, ça peut poser des problèmes énormes aussi. Mais
ça peut être l'occasion aussi de se transformer pour le mieux, parce qu'on ne peut pas dire que nos sociétés, à mon avis, s'améliorent en ce moment. On voit beaucoup de polarisation, on voit beaucoup de dégradation de toutes sortes de choses. Donc, ça peut être l'occasion. Et pour moi, la clé, c'est vraiment que les collectivités, pour éviter que ça ait des impacts négatifs et qu'au contraire, ça ait des impacts positifs, la clé, c'est le projet Collectivité Z, mais on n'est pas tout seul maintenant. On était pionniers au début, il y en a d'autres groupes maintenant qui font des démarches semblables dans des territoires. C'est vraiment que la collectivité se prenne en main et fasse une démarche que j'appelle ascendante. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens de l'extérieur qui viennent donner la recette, mais c'est les gens du milieu qui prennent acte des défis, de ce qui sont. Premièrement, l'état des lieux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on émet, comment on vit, qu'est-ce qu'on mange, etc. Puis comment on transforme ça et qui ensuite, on n'est pas rendu là dans les projets, là, c'est une progression, mais l'intention, c'est que les acteurs du milieu, chacun en son domaine, chacun selon ses leviers, ses capacités. Et je parle beaucoup d'organisations ici, là, d'individus aussi, mais beaucoup les organisations, y compris les municipalités, mais vraiment pas que, tous les acteurs, disent « OK, moi, je dois devenir carboneutre, je dois contribuer à la résilience de mon milieu, je dois contribuer à la solidarité. Qu'est-ce que je fais? Voici mon morceau que j'apporte au casse-tête. » Extrêmement intéressant. Dans le cadre d'une transition énergétique, là, comment percevez-vous un projet comme celui de TES Canada à Mauricie? Oui, c'est un projet qui pose beaucoup de questions, TES Canada. Je vais être claire avant de décrire pourquoi ce projet ne me semble pas pertinent. Il faut dire que je ne crois pas qu'il faut s'opposer ni à l'énergie éolienne, ni à l'hydrogène vert, a priori et dans toutes les circonstances. C'est des approches qui ont leur place. S'il y a un potentiel éolien dans les MRC de Mekinac et des Chenaux, pourquoi c'est une entreprise privée qui vient développer cette énergie-là? Pourquoi ce n'est pas Hydro-Québec ou pourquoi ce n'est pas Hydro-Québec en partenariat avec les collectivités du coin qui le font? Deuxièmement, ce n'est pas un projet qui est transparent. Ce n'est pas un projet de la collectivité. C'est un projet qui est planifié, qui est géré derrière des portes closes par des intérêts privé qui vient d'en haut et qui tente de faire ses ententes en coulisses, hein, d'après ce que je comprends. Donc, c'est un projet qui divise. On l'a vu dans le gaz de schiste, quand les promoteurs faisaient des ententes avec un propriétaire ou même peut-être avec quelques voisins, ces personnes-là retiraient quelques bénéfices et toute la communauté subissait les nuisances de ces choses-là. Donc, c'est vraiment fait, c'est pas fait pour diviser, mais ça a pour effet de diviser les collectivités. Alors, c'est très néfaste, à mon avis, cette approche-là. Et finalement, l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique qui est très coûteux, qui est très peu efficace. Il faut beaucoup d'électricité ou d'énergie pour produire, d'électricité, effectivement, pour produire de l'hydrogène qui est dit vert. Donc, il faut vraiment que ce soit utilisé, que l'hydrogène soit utilisé pour des usages qu'on appelle sans regret, c'est-à-dire des usages qui sont difficile ou impossible à convertir à l'électricité. Et à ce moment-ci, on n'a aucune garantie que ça va être utilisé comme ça. On parle de transport, on parle d'industrie, mais il n'y a aucune entente connue à ce sujet-là. Et pour ce qui est du transport lourd, c'est pas du tout acquis que cette industrie-là va opter pour l'hydrogène. Il y a d'autres voies probablement beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rentables de le faire. Donc, à quoi va servir cet hydrogène? On ne le sait pas trop. Comment concilier la croissance économique et la transition écologique? Et là, j'utilise le terme écologique là, tout à fait consciemment. Comment on peut concilier les deux? Et il ne faut pas concilier les deux. On est rendu à un point où il faut abandonner l'idée de la croissance. On a beaucoup essayé de nous inculquer que la croissance est une loi économique, qu'il faut croître, sinon tout s'effondre. Et je me souviens, même moi, personnellement, il y a quelques années, je me suis dit, d'où ça vient, cette loi-là? Et au terme de beaucoup de lectures, beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions, on arrive à la conclusion que c'est une idéologie, finalement. C'est pas du tout une loi de l'économie. Et ce qu'il faut actuellement, c'est pas de la croissance. Ce qu'il faut, c'est de l'équité. Ça veut dire, on peut pas faire ça. Tout le monde peut pas diminuer également. Les personnes qui prennent l'avion
à la fin de semaine pour aller voir un concert de l'autre côté de l'océan, non, ça n'entre pas dans ce schéma-là. Et beaucoup d'autres façons de faire qui sont moins exagérées que celle-là aussi. Donc, ça veut dire que les personnes qui consomment des quantités déraisonnables. C'est comme si on avait perdu la raison par rapport à la consommation d'énergie. Ces personnes-là, ces organisations-là vont devoir changer leur façon de faire. Et à l'inverse, il faut prévenir la précarité énergétique. Il y a déjà beaucoup de ménages, ici même au Québec, où on nage dans l'énergie. Il y a déjà beaucoup de ménages qui vivent une précarité énergétique. S'il y a beaucoup de construction, d'infrastructures, les coûts vont augmenter et ces personnes ne seront pas capables de faire face. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un rééquilibrage pour que cette transition-là puisse se faire et qu'elle puisse bien se faire. C'est peut-être utopique, c'est peut-être rêver en couleur, mais en même temps, c'est quoi nos options? Est-ce qu'on veut vraiment l'emballement climatique? Est-ce qu'on veut vraiment l'effondrement des écosystèmes? Je pense qu'il y a seulement des démarches de réflexion et de prise de décision collective qui peuvent nous permettre de sortir de ces dilemmes-là. Je pense que tous ensemble, si ce n'est pas chacun dans son coin à tirer, chacun pour soi, on peut dépasser les petits intérêts personnels et en venir à des choix de société qui vont se tenir. Je vous remercie, Madame Dupuis, d'avoir participé à notre émission. Ce fut passionnant. Et à vous toutes et tous, je vous invite à notre prochaine rencontre sur la transition énergétique. Bonne semaine!